C'était une nuit froide de novembre 1981 à Paris. Le Chez Laurent était le genre d'établissement qui n'existait que dans cette ville et à cette époque. Un club privé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, fréquenté par des éditeurs, des cinéastes, des musiciens et par l'aristocratie intellectuelle qui définissait ce qui était pertinent dans la culture française. Ce n'était pas un endroit pour ceux qui avaient seulement de l'argent. C'était un endroit pour ceux qui avaient de la substance. Ou du moins, c'est ce que l'on supposait. Serge Gainsbourg arriva à 22h30, comme toujours, légèrement en retard, avec son éternelle cigarette Gitans entre les doigts et une expression de quelqu'un qui avait vu tout ce que le monde avait à montrer et qui avait trouvé la plus grande partie ennuyeuse. Il portait une chemise froissée, une veste en lin qui n'avait clairement pas été repassée, et cette barbe de 3 jours qui était déjà devenue une sorte de marque de fabrique. À 53 ans, Gainsbourg était simultanément la personne la plus élégante et la plus négligée de n'importe quelle salle où il entrait. Un paradoxe que lui seul semblait capable de soutenir sans effort. Il avait été invité par son ami de longue date, le producteur Henri Marceau, pour célébrer la sortie d'un nouvel album. Pas l'album de Gainsbourg, il avait sorti le sien quelques mois plus tôt, avec le scandale habituel et le succès inévitable. C'était l'album d'une jeune chanteuse nommée Élise Moreau, qu'Henri avait découverte dans un bar à Lyon, et en qui il voyait un talent authentique. Gainsbourg avait écouté les morceaux et était d'accord. La fille avait quelque chose de vrai. Quand Henri lui avait demandé de passer à la fête pour donner du poids à l'événement, Gainsbourg avait allumé une cigarette, regardé le plafond et dit, de sa voix rauque caractéristique, « D'accord, mais je pars à minuit ». Le Chez Laurent était plein ce soir-là. Les tables étaient occupées par des visages connus. Un acteur de la nouvelle vague ici, une écrivaine primée là, des journalistes culturels qui buvaient du vin rouge et discutaient de Sartre avec la même intensité qu'ils discutaient de football. La musique d'Élise passait doucement en fond. Et il y avait une énergie authentique dans l'air, le genre d'énergie qui apparaît quand les personnes présentes croient vraiment à ce qu'elles célèbrent. Gainsbourg retrouva Henri près du bar, l'embrassa avec cette familiarité négligée qu'il avait avec les gens qu'il aimait, et commanda un whisky sans glace. Élise Moreau vint vers lui les yeux brillants. Elle avait 24 ans et avait grandi en écoutant les chansons qu'il avait écrites, et le rencontrer en personne ce soir-là était le genre de chose qu'elle emporterait pour le reste de sa vie. Gainsbourg fut gentil avec elle, ce qui surprit ceux qui ne le connaissaient pas bien. Il y avait une version publique de Gainsbourg, provocateur, scandaleux, délibérément offensant. Et il y avait la version qui apparaissait quand il rencontrait quelqu'un avec un vrai talent. Avec Élise, il fut la deuxième version. Il écouta ce qu'elle avait à dire, posa 2 questions précises sur son processus de composition et dit quelque chose qui la fit rire sincèrement. Ensuite, il se retira à sa position habituelle, appuyé contre le bar, observant la salle avec ses yeux lourds et intelligents. C'est vers 23h qu'Édouard Blanchard entra au Chez Laurent. Blanchard avait 48 ans et s'était construit une fortune considérable dans l'immobilier pendant les années 1970, en achetant et en vendant des propriétés à Paris, avec une agressivité que ses admirateurs appelaient de la vision et que ses critiques appelaient de l'opportunisme. Il ne faisait, en aucune façon, partie du monde culturel qui habitait le Chez Laurent ce soir-là. Mais il connaissait le propriétaire du club, un homme nommé Patrice Renaud, depuis l'époque de l'école, et cette amitié lui garantissait l'accès à des espaces où son argent seul n'aurait pas suffi pour entrer. Blanchard arriva avec 2 associés et une confiance en soi qui occupait plus d'espace que son corps. C'était le genre d'homme qui entrait dans n'importe quel environnement, en assumant immédiatement qu'il était la personne la plus importante présente. Non par une malice calculée, mais par une habitude si enracinée qu'elle était devenue partie intégrante de sa structure. Il portait un costume sur mesure manifestement cher, une montre qui attirait l'attention, et avait les cheveux peignés avec la précision de quelqu'un qui passe un temps considérable devant le miroir. Patrice le salua à l'entrée avec la cordialité de l'hôte expérimenté, lui montra une bonne table, et Blanchard s'installa avec la satisfaction de celui qui attendait exactement cela. Pendant quelques minutes, tout se passa bien. Il commanda du champagne, parla à voix haute avec ses associés d'une affaire en cours et regarda autour de la salle avec ce regard d'inventaire que certains hommes riches développent, évaluant l'environnement, calculant la valeur de chaque chose et de chaque personne. C'est alors que ses yeux se posèrent sur Gainsbourg. Il ne le reconnut pas immédiatement. Il vit un homme d'âge moyen, mal habillé selon les standards que Blanchard considérait acceptables, avec une barbe de 3 jours et une cigarette allumée en permanence, appuyé contre le bar comme si le bar lui appartenait. Il y avait quelque chose dans la posture de Gainsbourg, cette calme absolue, cette indifférence totale à l'environnement autour de lui, qui gêna Blanchard d'une façon qu'il ne sut pas nommer immédiatement. C'était le malaise de celui qui est habitué à être le centre de n'importe quelle salle, et qui rencontre quelqu'un qui,
manifestement, s'en moque complètement. Blanchard appela l'un des vigiles du club, un homme nommé Robert, qui travaillait au Chez Laurent depuis 4 ans et connaissait pratiquement tous les habitués. « Cet homme là-bas » dit Blanchard, indiquant Gainsbourg d'un mouvement de tête discret mais indubitable. « Il semble être hors de sa place. Vérifiez s'il a une invitation pour ce soir. » Robert regarda dans la direction indiquée et reconnut Gainsbourg instantanément. Il resta un moment silencieux, assimilant ce qui lui était demandé. « Monsieur, » dit Robert avec prudence, « ce monsieur est un invité d'Henri Marceau. Il est ici pour la fête de lancement. » « Même ainsi, » dit Blanchard, avec l'impatience de celui qui n'est pas habitué à expliquer ses décisions. « Il ne semble pas être habillé convenablement pour cet établissement. Il y a un code ici, n'est-ce pas ?» Robert savait qu'il y avait un code vestimentaire au Chez Laurent, et il savait aussi que ce code existait comme une formalité que Patrice Renaud n'avait jamais appliquée de manière rigide, surtout envers les personnes qui fréquentaient le club depuis des années. Mais Blanchard était un ami de Patrice, et Robert était un vigile, pas un philosophe. Il traversa la salle en direction du bar, avec le malaise visible de celui à qui on a confié une tâche qu'il savait déjà être une erreur. « Monsieur Gainsbourg » dit Robert en arrivant au bar avec une expression qui demandait pardon avant même d'ouvrir la bouche. « Je suis désolé de vous déranger. L'un des invités a soulevé une question concernant le code vestimentaire ce soir. Je devrais vérifier. » Gainsbourg tourna lentement la tête vers Robert. Il n'y avait aucune irritation sur son visage. Il y avait quelque chose de plus intéressant que l'irritation. Il y avait une sorte de curiosité clinique, comme celle d'un entomologiste qui vient de trouver un insecte particulièrement inhabituel. « Un invité » répéta Gainsbourg, de cette voix qui semblait toujours légèrement rauque, comme s'il y avait de la fumée permanente dans ses cordes vocales. « Quel invité » Robert hésita. Gainsbourg attendit, avec la patience infinie de celui qui n'est jamais pressé. « Monsieur Blanchard » dit enfin Robert, à voix basse. Il a pensé que peut-être vous n'étiez pas convenablement... « Convenablement quoi » dit Gainsbourg, non pas avec colère, mais avec une curiosité intellectuelle sincère, comme si la question était fascinante d'un point de vue anthropologique. Robert ne termina pas la phrase. Gainsbourg posa son verre de whisky sur le comptoir du bar, avec un calme absolu, tira une dernière longue bouffée de sa cigarette et se tourna complètement vers la table de Blanchard. Il regarda l'homme un moment, évaluatif, sans hâte, comme un peintre étudiant une toile, avant de décider ce qu'il allait en faire. Puis il commença à marcher en direction de la table. Ce qui se passa ensuite fut raconté de façon légèrement différente par chaque personne présente ce soir-là. Mais les éléments essentiels restèrent cohérents dans tous les récits. Gainsbourg arriva à la table de Blanchard, tira une chaise sans y être invité et s'assit. Blanchard le regarda avec l'expression de quelqu'un qui ne s'attendait pas à cela. Il avait demandé que l'homme soit retiré, pas qu'il s'approche. « C'est vous l'homme qui a pensé que je n'étais pas convenablement habillé, » dit Gainsbourg. Ce n'était pas une question. Blanchard redressa les épaules. « Cet établissement a un standard. »« Ah !» dit Gainsbourg, et il alluma une autre cigarette avec le calme de celui qui a tout le temps du monde. « Et quel est votre standard, monsieur ?»« Pardon ? Votre standard personnel. Que faites-vous ? Comment êtes-vous arrivé à avoir suffisamment d'autorité pour déterminer qui appartient ou non à une salle ?» Blanchard sentit le changement dans l'air autour de la table. Ses deux associés étaient redevenus silencieux. Les tables voisines, qui avaient remarqué le mouvement de Gainsbourg traversant la salle, prêtaient maintenant attention. « Je suis entrepreneur, » dit Blanchard, avec une fermeté qui commençait à sonner légèrement défensive. « J'ai plusieurs propriétés à Paris. Je connais Patrice depuis 30 ans. »« Intéressant, » dit Gainsbourg, comme si ce n'était intéressant d'aucune façon. « Alors vous construisez des choses, ou vous achetez des choses que d'autres ont construites, et cela vous donne le droit de décider qui est convenable pour être dans un endroit ? Il y a un code vestimentaire. » « Le code vestimentaire, » interrompit doucement Gainsbourg, « existe pour que Patrice ait une raison formelle de refuser les personnes qu'il ne veut pas ici. Il n'existe pas pour que des invités décident qui d'autre a le droit d'être présent. » Il tira une longue bouffée de sa cigarette. « Mais ce n'est pas une question de vêtements, n'est-ce pas ? Les vêtements ne sont que le prétexte que vous avez utilisé. » Blanchard ouvrit la bouche pour répondre. Gainsbourg continua, sans jamais hausser la voix, avec cette cadence lente et délibérée qu'il utilisait dans les interviews quand il voulait que chaque mot porte tout son poids. « Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous êtes entré dans cette salle, vous avez vu un homme qui n'était pas bien habillé, et vous avez conclu que cet homme était en dessous du niveau de cette salle. Vous l'avez fait en quelques secondes, sans rien savoir sur qui était cet homme, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait créé,
s'il appartenait ou non à cet environnement. Vous avez jugé sur l'apparence, et ensuite vous avez eu l'extraordinaire confiance d'agir sur la base de ce jugement. Gainsbourg pencha légèrement la tête. Ce ne sont pas des standards, monsieur. C'est être un idiot avec une bonne coupe de costume. Le silence qui suivit fut du genre qui n'est pas simplement l'absence de son. C'était une présence physique, quelque chose que les 80 personnes présentes dans cette salle ressentirent de simultanément. Quelqu'un à une table proche laissa échapper un son qui était la moitié d'un rire avant de se retenir. Blanchard devint rouge. « Vous savez à qui vous parlez ?»« Oui, » dit simplement Gainsbourg. « Je parle à l'homme qui a demandé à un vigile de vérifier si j'étais convenablement habillé. » Il se leva de la chaise avec le même calme avec lequel il s'était assis. « Et vous, clairement, vous ne saviez pas à qui vous parliez. Mais cela est secondaire. Le problème n'est pas que vous ne m'avez pas reconnu. Le problème est ce que vous auriez fait si j'étais vraiment juste un homme mal habillé sans nom célèbre. Vous auriez fait la même chose. Et cela aurait été tout aussi inacceptable. » Patrice Renaud était apparu à côté de la table à ce moment-là, attiré par le silence qui s'était répandu dans le club comme une vague. Il regarda Gainsbourg, puis Blanchard, et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui avait immédiatement compris ce qui s'était passé et qui était profondément embarrassé. « Serge !» dit Patrice à voix basse. « Ne t'inquiète pas, Patrice !» dit Gainsbourg, avec une gentillesse qui était revenue instantanément dans sa voix. « Il n'y a rien à régler. » Il se tourna une dernière fois vers Blanchard. « J'espère que le champagne est bon, monsieur. » Et il retourna au bar. La salle mit peut-être 10 secondes à recommencer à respirer normalement. Ensuite, peu à peu, les conversations se reconstituèrent, mais avec une énergie différente. Cette énergie électrique qui apparaît quand les gens ont été témoins de quelque chose qu'ils raconteront plus tard. Patrice alla voir Blanchard et parla avec lui à voix basse pendant quelques minutes. Ce qui fut dit entre eux resta privé, mais Blanchard et ses associés partirent avant minuit. Ils ne furent pas expulsés formellement. Cela aurait été un drame que Patrice préférait éviter. Mais le message avait été délivré avec suffisamment de clarté. Au bar, Henri Marceau s'approcha de Gainsbourg et resta un moment à ses côtés sans rien dire. Puis il dit « Tu aurais pu simplement ignorer. »« J'aurais pu, » acquiesça Gainsbourg, en allumant une autre cigarette. « Mais tu n'as pas ignoré. »« Non. » Gainsbourg regarda le fond de son verre de whisky. « Parce qu'il aurait fait la même chose la semaine prochaine avec une autre personne. Et cette personne n'aurait peut-être pas eu suffisamment de noms pour répondre. » Élise Moreau, qui avait assisté à tout depuis une position proche, s'approcha une fois que la poussière fut retombée. Elle ne dit rien sur ce qui s'était passé. Elle avait suffisamment d'instinct pour savoir que Gainsbourg ne voulait ni analyse ni admiration pour cela. Au lieu de cela, elle lui posa une question sur l'une des chansons qu'il avait écrites en 1967, une question technique sur la structure harmonique, et Gainsbourg s'anima visiblement avec cela. Ils parlèrent pendant 40 minutes. Gainsbourg partit à 00h15, seulement 15 minutes après l'horaire qu'il avait promis, ce qui, selon ses standards, était une ponctualité remarquable. L'histoire circula dans Saint-Germain-des-Prés dans les semaines suivantes, passant de table en table dans les cafés et les fêtes avec cette vitesse que seules les très bonnes histoires atteignent. Ce que les gens répétaient n'était pas la partie où Gainsbourg avait détruit Blanchard avec des mots. C'était la partie finale, ce qu'il avait dit à Henri. Parce que cela révélait quelque chose que la persona publique de Gainsbourg laissait rarement voir. Sous le provocateur calculé, sous l'homme qui avait construit une carrière entière sur le choc et la transgression, il y avait quelqu'un qui prêtait attention à ceux qui n'avaient pas de voix pour répondre. Blanchard ne revint jamais au Chez Laurent. Gainsbourg revint 3 semaines plus tard, avec la même chemise froissée et la même veste en lin, commanda un whisky sans glace et s'appuya contre le bar avec ce calme absolu qui était, pour ceux qui le connaissaient bien, la forme la plus honnête d'élégance qu'il connaissait.